Pour vous présenter, Ramify, Olivier et Eman. Olivier, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, Olivier est cofondateur de Ramify et directeur des investissements. Il a fait ses études à Central, puis Berkeley en Californie. Et ensuite, il a passé plusieurs années en tant que VP, donc vice-président chez Goldman Sachs à New York. Et Eman, pour ce premier Ouais, Ramify Invite un peu particulier ce soir. Euh, Eman, qui est responsable de l'équipe de recherche chez Ramify, dont l'objectif est d'accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs d'investissement en prenant en compte leurs valeurs et leurs préférences en matière d'aversion au risque, notamment. Si j'ai tout bien noté, oui, on est bien bon. sûr, c'est Super. exactement ça. Et même pour vous le présenter, a également fait Central Supélec quelques années un peu plus tard. Et ensuite, il a travaillé en recherche quantitative chez le hedge fund Square Point Capital avant de rejoindre Ramify il y a maintenant 3 ans. Pour vous donner un peu de contexte sur le format de ce soir, on va passer 1 heure ensemble, 45 minutes sur la présentation et 15 minutes sur les questions-réponses à la fin. Pour ma part, je vais rester sur le live, dans le chat pour répondre à vos questions, en tout cas les poser pendant la présentation si elles s'y prêtent, ou les garder pour la fin, pour les 15 minutes de questions-réponses, si c'est plus pertinent. Bah, top. Si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir démarrer. Mais Bien hyper sûr. clair. Merci, merci Nicolas. Et pour être complet dans les présentations, donc Nicolas travaille aussi chez Ramify depuis près de 2 ans et il est notre gros engineer, donc très concrètement, il s'occupe notamment de toute la partie CRM. Je te propose qu'on puisse mettre peut-être la On va presse passer en la live présentation. et comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc bien sûr 2 objectifs, présenter ce portefeuille, ultra diversifié au sein, de l'assurance vie et du PER, que nous mettons à disposition, dès aujourd'hui et aussi vous faire comprendre effectivement la façon dont, on pense et construit l'allocation, de vos encours, tout simplement. Pour rappel, hein, on avait déjà ces portefeuilles, très diversifiés. Le premier essentiel qui était se concentrer que sur les actions et les obligations et on le faisait sur un format 100 ETF. Le deuxième, le flagship, qui est venu un peu plus tard, où on a additionné la classe d'actifs immobiliers que l'on faisait sous forme de SCPI, si possible avec des frais de souscription peu, voire inexistants. Assez naturellement, est venue l'idée de pourquoi pas rajouter le private equity au sein de ces assurances vie et PER. C'est pas nécessairement si simple, on y reviendra et on remercie nos partenaires assurantiels pour nous avoir accompagnés dans cette étape-là. Parce que c'est vrai qu'on est les premiers à proposer ce portefeuille. On n'est pas là heureux parce que c'est juste une nouveauté, mais c'est parce que c'est un portefeuille où très concrètement, j'aurais été très à l'aise et très fier de le présenter à des investisseurs institutionnels dans ma précédente vie professionnelle. Je vais donc maintenant passer la main à Ayman, qui avec ses équipes, c'est lui qui a contribué le plus sur ce projet. Donc c'est lui qui connaît les entrailles de ces analyses-là et il va vous en partager les plus gros points. Bien sûr, Olivier. Je pense que avant de parler performance, parler surperformance ou amélioration, il faut peut-être faire un petit point sur qu'est-ce que le private equity avant de parler comment on peut l'intégrer dans une stratégie cross asset class. Alors, si on parle du private equity, c'est une classe d'actifs qui consiste à investir dans des sociétés non cotées. C'est un investissement qui peut prendre de 5 à 7 ans dans l'objectif d'accompagner une entreprise et pouvoir sortir après à des multiples supérieurs à travers une cession, une introduction en bourse, etc. C'est principalement ça. Si on regarde un peu sur la durée, d'un point de vue de performance, on voit que le private equity a pu surperformer le marché public. Si on compare notamment au CAC 40 sur la période 2013-2022, on voit qu'il a surperformé d'environ 4% la classe d'actifs des actions présentées ici comme le CAC 40. Si on passe peut-être à la prochaine slide. La prochaine slide, ça, elle est intéressante parce que ça nous permet un peu de voir un peu la profondeur de ce marché-là, de comprendre un peu est-ce qu'il existe encore de la perf qu'on peut tirer dans ce marché-là. On peut voir un peu il y avait un changement un peu du paradigme entre, par exemple, sur la période d'environ 2000, où on a une société qui rentre en bourse avec une moyenne de 3 ans.
ce qui n'est plus le cas, par exemple, en 2021, on voit que la société elle peut prendre jusqu'à 11 ans pour entrer en bourse. Donc, sur la période résiduelle ici de 8 ans, bah, il y a une performance qui était créée et qui n'était pas prise par des investissements au marché public, mais c'était plutôt des investissements au marché privé. D'où l'intérêt de s'exposer à cette classe d'actifs-là pour pouvoir profiter également de ces performances qui se créent pendant les 8 ans où l'entreprise reste privée. Si on parle un peu plus précisément, parce que le private equity, c'est un grand mot, c'est-à-dire investir dans des sociétés d'un côté. Il faut un peu faire une petite différenciation entre les différents strates de cette classe d'actifs-là. On peut faire un focus sur les 3 strates connues qui sont le venture capital, qui consiste à accompagner des entreprises, des startups qui sont plutôt des entreprises qui sont jeunes. Il vient après, intuitivement, la partie growth capital, où on accompagne des entreprises qui sont un peu plus matures que le venture, mais qui n'ont pas arrivé au stade final. Et après, il vient le buyout qui va accompagner des entreprises qui sont matures. Là, entre ces trois stratégies-là, chaque stratégie a ses caractéristiques en termes de risque, on prend, en termes d'exposition et en termes de performance espérée. La slide suivante, ça permet un peu de faire le lien avec la slide précédente d'un point de vue stratégie. Ça nous permettra de comprendre un peu comment on peut agréger ces strates dans une seule strate. On peut parler du fonds de fonds. Ça consiste à investir dans plusieurs fonds que chacun il va s'exposer à une strate. On peut dire 3 fonds. Le premier s'expose à la strate VC, le second à la strate buyout et le dernier à la strate growth. Si on veut avoir un niveau de diversification un peu accru, on peut s'exposer également à des fonds qui étaient déjà lancés dans le passé, ce qu'on appelle des fonds secondaires, parce que ça permet d'investir dans plusieurs fonds, entre autres des fonds qui étaient lancés, par exemple, pendant la période Covid. Il vient après une stratégie qu'on n'a pas mentionnée dans la slide précédente, c'est la stratégie de dette privée. C'est un peu différent parce que le fonds, dans ce cas-là, il ne va pas chercher à rentrer en fonds propres, mais c'est plutôt en dette. Il va être prêteur à une entreprise et il aura des intérêts pour les prêts. Voilà un peu d'un point de vue global les différentes stratégies qu'on va mentionner et auxquelles on va potentiellement s'exposer. Voilà, là, très concrètement, et on assume le fait qu'on soit passé relativement rapidement, hein, sur cette étape, puisqu'on a déjà fait en réalité pas mal de webinaires spécifiques au private equity. Mais tout ça pour dire que la première phase de notre recherche, c'est de voir si la classe d'actifs en elle-même, elle est d'une part, elle fait sens, elle a intrinsèquement des bonnes raisons de performer, et deux, effectivement, si historiquement, elle a performé dans le passé, et enfin, est-ce qu'on pense que cette performance a de fortes chances de se reproduire. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on n'est pas devin, on n'a aucune garantie que ça se reproduira dans le futur, mais on pense que rationnellement, il y a le plus de chances, effectivement, que ce soit une classe d'actifs intéressante. Maintenant, l'idée, c'est une classe d'actifs intéressante, c'est très bien, mais est-ce que ça va valoir le coup de l'inclure dans une autre, finalement, dans son mix d'investissement global? Et c'est finalement la base pour nous, hein, de Ramify, c'est la diversification. C'est un peu le saint graal que tout asset manager essaie de rechercher. C'est en réalité de la performance, oui, mais on se rend compte en réalité que si on arrive à déceler plusieurs stratégies qui performent en elles-mêmes et qui ont un pouvoir diversificateur, alors on garde cette performance et petit à petit on se dédouane un peu de certains aspects négatifs, notamment celui du risque. Donc là, très concrètement, un exemple, hein, peut-être pour fixer les idées, hein. Si vous avez 15 stratégies que l'on considérait 100% indépendantes, ce qui est très dur à trouver, 15 stratégies 100% indépendantes qui auraient la même performance, on arriverait à diminuer de 80% le risque comparé à une stratégie 100% qui concentrerait le risque sur une seule stratégie. Et donc, c'est pour ça que quand on a d'une part une classe d'actifs qui est très performante et cette envie justement de construire le portefeuille le plus équilibré, on a envie d'aller sur l'étape plus loin, c'est et qu'est-ce qui se passe quand on rajoute cette classe d'actifs dans un portefeuille global. Oui, évidemment, Olivier, je pense que la slide idéale pour en parler, c'est de présenter comment ça se concrétise dans un contexte de portefeuille proposé par Amify, cette idée de diversification qu'on défend toujours. L'idée, c'est que, comme on l'a précisé, c'est que la classe d'actifs du private equity, c'est une classe d'actifs qui a une performance
un couple rendement-risque qui est très intéressant. L'idée également, c'est que c'est une classe d'actifs qui permet d'avoir une certaine corrélation un peu modérée ou faible avec les différents actifs présents à date dans notre portefeuille, à savoir les actions, les obligations et l'immobilier à travers des SCPI. Ici, par exemple, on a décidé de faire une frontière efficiente. Il faut peut-être rappeler c'est quoi une frontière efficiente, comment on a pu obtenir ce graphe-là. Ce qu'on a fait, c'est que pour chaque stratégie parmi les stratégies présentées par Olivier, Ramify Essential, Flagship et Elite, on a pris pour différents risques. À chaque fois, on prend un risque, on le concrétise en une volatilité annualisée. Ça correspond très simplement à l'amplitude des variations de performance. Plus un risque, plus un portefeuille, plus la performance d'un portefeuille varie avec une grande amplitude, plus la volatilité est, est conséquente et plus il y a un risque de perte pour le client. Donc pour chaque volatilité ou bien risque parmi les risques auxquels on peut avoir accès, on a vu quelle est la performance maximale qu'on peut avoir. On a concrètement testé le portefeuille pour ce risque-là, avec une contrainte de ce risque-là, pour avoir la performance du portefeuille. On l'a fait pour le Ramify Essential, on l'a fait pour Flagship et on l'a fait pour Elite, ce qui nous a permis d'avoir 3 frontières efficientes. Alors, comment on peut lire ce graphe-là au final? C'est que si on passe à la slide suivante, on peut se fixer un risque. Par exemple, on fixe un risque à une volatilité annualisée de 10% et on voit quelle performance on peut espérer du Ramify Essential, du Flagship et Elite. On peut voir par exemple là, pour ces exemples-là, on fixe le risque à 10%, qu'on passe d'une performance à environ 7% à une performance à environ 8,4%, ce qui fait un gain incrémental de plus 20% de performance, en gardant toujours le même risque. Peut-être un petit détail là-dessus, bien sûr, on réfléchit à ça, quand on présente ces résultats-là, c'est net de frais. Et donc, notamment s'il y a des fonds de fonds, on inclut bien tous les frais dans cette analyse. Peut-être une question du chat, j'en profite pour rebondir. Il y a Eric qui souligne le fait que donc, c'est des résultats qui ont été faits sur backtest, parce que la stratégie n'existait pas avant, et qui dit est-ce que de 2014 à 2023, donc un peu moins de 10 ans, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est un peu court comme backtest pour avoir une vraie projection de ce à quoi on peut s'attendre? C'est une super question, hein, en toute franchise, plus on a de data, mieux c'est. Et en même temps, on peut aussi faire la remarque qu'à un moment, peut-être les conditions de 1970 sont trop éloignées des conditions actuelles. Donc c'est toujours un peu cette ligne de crête qu'il faut avoir. On adorerait avoir 20 ans, 25 ans et on travaille pour avoir de plus en plus de data en permanence. L'ordre de grandeur, pour le coup, même lorsque j'étais, on va dire, dans une entreprise comme Goldman, les backtests, à partir de 7-8 ans, on considérait que c'était acceptable. Mais il faut effectivement toujours prendre ça avec des pincettes. Il faut s'assurer qu'on a potentiellement plusieurs cycles d'économie dans ce backtest-là. Et enfin, peut-être pour compléter la réponse, il est évident que ce qu'on vous présente ici, c'est une partie effectivement de la recherche qu'on a fait, pas sa totalité. On s'assure notamment sur des périodes avec de plus fortes inflations, finalement des périodes qu'on est en train de retrouver aujourd'hui, on s'assure que d'essayer de comprendre comment justement les classes d'actifs se sont comportées entre elles pour appréhender du mieux possible les prochaines années qui s'ouvrent à nous. Mais c'est effectivement une excellente question. On peut avoir la meilleure analyse du monde si on n'a pas assez de data. Ça n'aura pas beaucoup de sens les résultats qu'on pourrait obtenir. Peut-être une deuxième question avant de continuer, une question de Sébastien, c'est la question de la liquidité. Ce qu'on sait du private equity et ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, c'est une classe d'actifs qui est très performante. Le downside, c'est la liquidité, toujours. On rentre dans des fonds souvent à horizon 10 ans sur lesquels on n'a pas de liquidité jusqu'à la fin du fonds. Le portefeuille Elite, donc inclut des fonds de private equity via assurance vie. C'est quoi la liquidité? C'est la liquidité d'une assurance vie où on peut sortir en 48 heures ou c'est la liquidité du fonds qui est bloquée jusqu'à la fin? C'est ça qui va être intéressant. On reviendra un peu plus longuement sur finalement aussi certains des avantages, avec bien sûr un petit côté négatif. Hein. Il y a, comme c'est un peu le mantra chez nous, hein, il n'y a pas de free lunch. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux.
Et l'avantage de le faire dans le cadre d'une assurance vie, c'est que c'est la liquidité de l'enveloppe qui l'emporte. Et donc, si vous voulez réaliser très concrètement, demain, vous voulez fermer votre assurance vie, vous en êtes capable. C'est l'assureur qui prend, finalement le cut d'un point de vue liquidité, et il le fait pas parce qu'il est si gentil, bien qu'ils sont sûrement tous adorables. Il le fait en contrepartie, des frais. Quand vous voyez des frais en unité de compte, c'est en partie, leur rémunération, elle est en partie due au fait, qu'ils prennent, le coût de la liquidité si besoin. Pour peut-être compléter ce qui est dit Ayman, quand on a essayé de regarder finalement un risque donné, et on avait fait ça pour une simple et bonne raison, hein. Si vous faites le parcours de Ramifa ou de n'importe quel, conseiller en investissement, vous devez choisir un risque, hein. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de travailler en 2 dimensions sur ce graphe-là, et donc on raisonne à risque donné, quelle est l'espérance de gain la plus importante. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais en réalité, il y en a une deuxième qui est tout aussi intéressante, c'est de se dire: «Bah oui, c'est bien, mais en réalité, moi, je suis content, je suis un gestionnaire, bon père, bonne mère de famille, je ne cherche pas nécessairement à faire, 20 de rendement en annualisé». Et d'ailleurs, on vous a jamais promis ça, on vous promettra jamais de faire 20 en annualisé. Ça serait trop beau pour être vrai, et donc ça serait probablement pas vrai. Hem, mais à l'inverse, c'est, plutôt avoir une performance qui soit, tout à fait satisfaisante, mais prendre moins de risques. Et donc ça, c'est un peu, la deuxième vision de ce graphe-là. Donc c'est par exemple, j'accepte, mon objectif, c'est d'avoir un 7 en annualisé. Avec le portefeuille essentiel, je serai à une volatilité, de 10. Et ben, en réalité, toutes choses égales par ailleurs, en tout cas, le travail issu de notre recherche, de la recherche, d'Eman et de ses équipes, c'est de dire, on arrive à la descendre à une volatilité de 7,5. C'est-à-dire que vous avez réduit votre risque de 25 très concrètement, hem, alors que, on estime que vous allez avoir la même espérance de gain. Et donc, c'est finalement une façon d'accepter de prendre de manière partielle un peu plus de risque sur votre portefeuille global, certes, mais dans l'ensemble, le risque est en réalité, mieux maîtrisé. Donc c'était un peu la deuxième vision, qu'on voulait vous faire passer sur cette frontière efficiente. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien les abscisses, les ordonnées, et cetera. Ravi, à l'issue d'ailleurs de ce webinaire, potentiellement, si ça vous intéresse, de vous partager cette slide en un peu plus grand, puisqu'elle est, enfin pour nous, c'est un outil très, très important, lorsqu'on développe, vos portefeuilles, d'investissement. Super. Peut-être question rapide avant de passer à la suite, il faut qu'on avance. Ça rebondit assez bien avec la question de Julie qui demande évidemment ce qu'on voit, c'est que avec ces différents portefeuilles, comme Edith justement, soit on peut choisir d'avoir le même risque et d'aller chercher un petit peu plus de performance, ou d'être satisfait avec sa performance et d'aller descendre son risque. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Comment est-ce qu'on arbitre ça? Ah non, non, ça c'est des questions extrêmement personnelles. C'est en fonction de ses objectifs. Si vous décidez de le faire avec nous, justement, c'est le type de question, on essaie d'affiner votre projet d'investissement, mais il n'y a pas de mieux ou moins bien, hein. En aucun cas, il faut avoir honte de faire, soit un risque 10, soit un risque 1, c'est souvent, dans tous les cas, très pertinent. Le plus important, c'est que vous soyez, en tout cas, à l'aise avec votre risque, parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est vous avez pris un risque trop ambitieux. Vous prenez peur si à un moment il y a une chute partielle, de votre investissement, ce qui, sur le moyen long terme arrive, quasiment, très sûrement. Perdre 10 sur, l'action cotée, si vous investissez pendant 20 ans, ça va vous arriver. Même si sur le long terme, normalement, ça devrait très bien se passer. En tout cas, dans le passé, on annualisait à peu près 10, hein, on l'a vu sur la première slide. Mais si vous paniquez, le risque, c'est que vous retiriez de votre investissement, et donc vous avez vendu au pire des moments. Donc, soyez à ce niveau-là, plutôt conservateur, et finalement, dès que vous êtes plus à l'aise et que vous êtes convaincu vous-même que vous êtes capable potentiellement d'encaisser une perte temporaire, réaugmenter le risque doucement. Mais ça sert à rien d'être trop casse-cou, au départ. On peut peut-être faire un petit récapitulatif sur la pertinence
ainsi démontrer du private equity dans une stratégie globale d'investissement. Alors, très certainement, on voit que parmi les points positifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui performe, c'est une classe d'actifs qui a un rendement risque attractif et on voit également qu'il a une corrélation modérée avec les différents actifs qui sont présents à date dans notre portefeuille, entre autres des actifs du marché public, ce qui lui donne un peu entièrement toute sa place dans le cadre d'une allocation cross asset class. Bon, parmi les points négatifs du PE, ça c'est hors ramifié, c'est que le PE en général, c'est connu pour être une classe d'actifs qui permet d'avoir potentiellement une performance supérieure au marché public, mais il y a quand même un risque supplémentaire qu'on prend, c'est le risque de liquidité. En général, on investit sur des fonds fermés, un fonds qui ouvre en 2023 par exemple, qui va plutôt commencer à distribuer à partir du 2033, une performance potentiellement meilleure, mais entre-temps, on est un peu figé, on ne peut pas sortir de son investissement. Il y a certainement le marché secondaire qui se développe, mais c'est encore un peu compliqué de sortir de son investissement. Le deuxième point, c'est que c'était toujours connu, c'est la barrière à l'entrée. Le PE, c'est pas une classe d'actifs qui est là depuis des centaines d'années, ça fait environ 60 ans. C'est une classe d'actifs qui a commencé aux US, donc et au tout début, comme toutes les classes d'actifs qui commencent, il était dans un premier temps juste accessible à une minorité. Il y a toujours une barrière à l'entrée, des minimums d'investissement qui sont très supérieurs, ce qui fait un peu au final que l'investisseur retail n'arrivera pas à y rentrer et profiter potentiellement des performances positives. Bon, sur ces 2 points-là, je pense que je profiterai un peu de préciser que ces 2 points-là, ils sont heureusement un peu surpassés, on peut dire, grâce à Ramify Elite. Sur le premier point, vu que le PE va être investi au sein d'un véhicule d'investissement qui est soit l'assurance vie, soit le PER, ça permettra à nos clients de profiter d'une liquidité qui est garantie par l'assureur. Ils peuvent ainsi sortir à la VL, à la valeur liquidative du fonds. Le fonds, en général, si le fonds se lance, par exemple, cette année-là, avec une valeur de part qui vaut 100 balles, pendant une durée, ça va rester 100 balles. Et après, à partir d'un moment, il va un peu prendre en compte la valorisation des entreprises dans lesquelles il a investi et la valeur du fonds, là où on a investi, il change. Et du coup, l'assureur, il permettra à nos clients de sortir à la valeur liquidative en cas de besoin, au cas où ils veulent sortir de son investissement et fermer son contrat. Et le deuxième point, c'est la partie barrière à l'entrée. C'est ce qu'on a, c'est un peu le plus de l'assurance vie française. Enfin, c'est parmi les points que malheureusement à date, il y a d'autres classes d'actifs, enfin, d'autres véhicules ne permettent pas de le faire. C'est que grâce au pouvoir de l'assureur, il peut nous permettre un peu d'investir dans des parts fractionnées. Normalement, si on veut acheter une part vaut 100 balles. Si tu veux investir en PE, tu vas acheter quelque chose qui est un multiple de 100. Alors qu'avec l'assureur, tu peux investir avec un montant de 5100, 5080. Donc l'assureur, il permet un peu d'investir en fractionné parce que c'est lui qui détient les parts. Donc, il peut se permettre de faire du fractionné. Il peut également se permettre d'investir un gros ticket et de pouvoir le diviser en plusieurs sous-tickets, permettant ainsi d'investir dans un fonds, par exemple, qui est accessible à partir de 100 000 balles avec un ticket minimal de 5 000 balles, ce qui fait 20 plus, enfin, au moins 20 fois moins qu'un investissement en direct, permettant ainsi aux clients, à partir de 50 000 pour Ramify Elite, d'investir dans une stratégie qui contiendra à la fois la partie action et obligations publiques. C'est des performances, c'est simple. On veut bien avoir que des trackers, que des ETF, moins de frais parce qu'on pense que c'est pas là où, en prenant en compte des fonds actifs, on va avoir vraiment surperformer les ETF, mais on va avoir moins de frais. Du, de l'immobilier à travers des SCPI et du PE, exactement. J'en profite peut-être une petite question juste avant de passer à la slide d'après, justement sur la partie valeur liquidative. On a une question de Bertrand qui parle justement de ces revalorisations. Euh, Étant donné que c'est des valorisations qui ne sont pas confrontées au marché, il n'y a pas un achat, il n'y a pas une vente. Bertrand nous dit comment estimer la valeur liquidative pour le private equity, difficile sur ce type de fonds avant la revente des actifs. C'est vrai et en même temps, il y a quand même un minimum, il y a l'AMF et notamment qui veille au grain et c'est une très bonne chose. Tous les fonds de private equity doivent avoir effectivement une personne indépendante qui justement valorise en permanence les encours, de son portefeuille. On pourra toujours critiquer la notion d'indépendance ou pas, mais en l'état, l'assureur ne pourra que valider
ne pourra pas contester cette valeur liquidative et devra, si par exemple il devait y avoir un retrait total, donc la fermeture d'une assurance vie, il prendra la valorisation qui est donnée par l'acteur indépendant. Mais oui, c'est aussi le propre du non-coté. Il est objectivement moins transparent. Là, l'objectif via l'assurance vie, le PER, c'est qu'on donne une transparence supplémentaire, pas énormément, mais au moins, en tout cas, une liquidité plus forte. Un ticket d'entrée aussi plus petit, puisque bien sûr que Ramified c'est à partir de 50 000 €, mais très concrètement, et c'est l'objet de la slide d'après, c'est au maximum 20% de private equity, donc c'est investir dans plusieurs fonds de private equity pour 5 000 €, 10 000 €. Donc c'est là vraiment ce que l'on gagne à le faire en assurance vie. On ne gagne pas tant que ça en transparence, c'est vrai. Et la contrepartie de ça, de le faire en assurance vie, on y viendra, mais je préfère être très clair, c'est que vous avez ces frais en unité de compte qui se rajoutent aux frais déjà existants. Alors après, c'est comme tout, par moment, ce n'est pas une question de il y a trop de frais ou pas, c'est est-ce qu'avant j'y avais accès ou je n'y ai pas accès. Je pense que petit à petit viendra le temps, oui, on rend accessible au plus grand nombre, et dans un deuxième temps aussi, les frais descendront avec chaque bataille en son temps. En tout cas, on est des fervents supporters des frais petits. Je pense que pour tous les portefeuilles qu'on a conçus, ça serait difficile de nous le reprocher. Donc là, très, très rapidement, puisqu'encore une fois, on a bien sûr présenté le nouveau portefeuille élite, mais on le décline en fonction de votre aversion au risque d'une part, aussi de certains de vos choix, hein, notamment environnementaux. Et donc là, si on prend finalement cette composante risque, on voit que les allocations entre actions, obligations cotées, le non coté et l'immobilier, notamment, fluctuent en fonction du risque. Donc, bien sûr, on a une évolution. Ce qu'il faut retenir, c'est entre 0 et 20%, même entre 10 et 20%. On ne souhaite pas aller au-delà de ça, puisque les autres classes d'actifs ne sont pas inintéressantes loin de là, et que ça reste une classe d'actifs justement un peu moins transparente. Et il faut savoir justement être pondéré et, et parfois aussi gestionnaire un peu plus bon père de famille lorsque l'on parle de son futur et potentiellement le futur de ses prochains. La slide suivante, c'est plutôt dire au sein des allocations que vous avez vues du private equity entre le risque 1 et 10, et au vu de tout ce que vous a présenté Iman sur les slides précédentes, le private equity, c'est très hétérogène en sous-sein. On s'est permis la liberté d'inclure la dette privée dans le private equity. C'est un petit abus de langage, mais on pense que ça va simplifier les discussions sur le long terme. Et là, en réalité, on voit, et ça semble être plutôt naturel, que les stratégies de dette et de secondaire vont être plus plébiscitées lors finalement de portefeuilles les moins risqués. À l'inverse, lorsqu'on parle d'un portefeuille plus risqué, on va plutôt avoir tendance de privilégier les stratégies type growth et buyout. Au milieu, c'est les stratégies forcément les plus diversifiées. On a très concrètement un peu de tout. Vous retrouvez finalement notre ADN de on met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça s'applique entre les classes d'actifs, ça s'applique aussi au sein de chaque classe d'actifs. Très concrètement, aujourd'hui, notre portefeuille élite a sélectionné 2 fonds de private equity. Si on commence par le premier fonds qu'on a sélectionné, c'est le fonds AltaLife 2023 précisément, le FCPR 2023 AltaLife, donc c'est pour cette année-là. Bon, pour ce fonds-là, si on peut être plus succinct sur les différents points les plus importants, c'est d'un point de vue, c'est dans un premier temps la stratégie du fonds. Bon, le fonds, il est construit comme un fonds de fonds qui va chercher 5 à 6 gérants de fonds de buyout et de growth dans des secteurs pérennes, avec une exposition équilibrée entre la partie Amérique du Nord et Europe, sans avoir de concentration sur les secteurs. Sur la partie société de gestion, on parlera peut-être de la société qui lancera
le fonds qui est de Ambroise. C'est une société qui est établie en 1972, qui gère 2,1 milliards. C'est parmi les sociétés les plus pionnières en PE, qui a piloté ou conseillé au moins 11 véhicules, entre autres la gamme Altaroc Global. Si on parle après du processus de sélection de fonds que la société entretient pour sélectionner les 5 à 6 gérants de buyout et de growth, c'est principalement, et pas que, la performance passée. Il y a également un accent qui est mis sur la stratégie d'investissement, le fait que la qualité de l'équipe et la résilience. Lorsqu'on parle de qualité d'équipe, on parle de stabilité, on parle de motivation, à travers plein de points, notamment l'alignement d'intérêts qu'il peut y avoir. Si on part précisément sur la construction du fonds et comment et les différents fonds choisis à date le fonds, il a souscrit 2 fonds. Le premier quartile, c'est le fonds de la société de gestion Rothschild Co. C'est le fonds FAPI. Ce fonds-là, il est spécialisé dans la stratégie du buyout et du growth. Si on regarde d'un point de vue historique, ces fonds-là de cette société de gestion, ils ont pu délivrer un multiple net de 2,8, un TRI net de 23%, qui est fait sur une durée moyenne de 4,7 ans. Ce fonds-là, il est de taille de 2 milliards. C'est parmi les fonds les plus souscrits, sursouscrits, on peut dire. Du coup, la société de gestion Ambroise, elle a pu avoir, avoir une partie, un engagement sur 18 millions dans ce fonds-là. On parle après du fonds HG, c'est une société de gestion européenne qui est spécialisée dans le SaaS, le logiciel, avec principalement, oui, vertical dans la partie comptabilité et d'autres parties. Cette société de gestion, elle est principalement sur l'axe du buyout. Ils ont délivré des performances parmi les meilleures, un TRI net de 36% sur une durée moyenne de 3,5, avec un loss ratio qui est inférieur à 1%. Peut-être rapidement, juste avant de passer à la présentation suivante, je vois plusieurs questions qui s'enchaînent Oui. dans le chat. Peut-être rapidement, est-ce qu'on a en tête les frais d'entrée sur Altalife? Oui, alors c'est assez clair. Nous ne pratiquons nous jamais de frais d'entrée. Donc dès nous on a la liberté de les mettre à zéro, on les met à zéro. Et c'est le cas pour Altalife. Donc il n'y a pas de frais d'entrée, on ne les applique pas. Ce que vous avez vu sur la dernière slide présentée, on a mis en place, on a affiché les frais de gestion. Et effectivement, on a omis de dire que pas de frais d'entrée sur ce véhicule d'investissement. On est très sensible à ça, encore une fois, parce que c'est ce qui détruit de manière très brutale et directe la performance, ce qui a priori est contre votre intérêt et le nôtre sur le long terme. Objectif de TRI, je pense que ça a été posé juste avant qu'on voit la slide. TRI net qui a été affiché, donc ça c'est le TRI. Est-ce que c'est le TRI, donc taux de rendement interne historique ou objectif? Ça, c'est historique du fonds en question. Il faut bien faire attention, c'est historique. Il faudra bien prendre en compte aussi après tous les frais, hein, forcément. Altalife, en rendant accessible ça au plus grand nombre, il y a du travail, juste de conception. Donc ils ont ces frais en plus. Là, par exemple, c'est ce qu'on vous disait à l'instant. Donc ces frais de gestion qui sont de 2,5%. Donc ça, faut bien sûr les retirer. Et bien sûr, performance passée ne garantit pas la performance future. Un point qui est important, hein, parce qu'il faudra lire le DIC, hein, qui est un peu le passeport de chaque fonds d'investissement. La société, c'est elle qui indique à l'AMF son espérance de gain. Et dans ces cas-là, c'est indiqué que l'espérance de gain est aux alentours de 10%. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on se dit que c'est la société qui est très conservatrice aux yeux de la performance passée des fonds qu'elle a choisis, soit c'est qu'elle estime réellement que l'espérance de gain est de 10%. Moi, je préconise de se dire que la société de gestion considère que son objectif, c'est de faire 10%. Donc, prenons cette métrique comme étant l'objectif de rendement. Et encore une fois, si on voit les étapes précédentes, les slides précédentes, c'est capacité d'inclure ce type de stratégie, c'est une performance intéressante, 10% dans l'investissement. Si c'est réalisé, c'est très intéressant et qui soit diversificatrice par rapport à ces autres investissements. C'est bien. Le 20%, le 30%, il faut le prendre comme quelque chose d'anormal et presque ne pas y compter. Il n'y a que des bonnes surprises là-dessus. C'est comme ça que que l'on voit les choses. Mais c'est vrai que
il y a une probabilité non nulle, en tout cas si le futur, ça se passe comme dans le passé, ce qui est loin d'être une garantie, on pourrait effectivement avoir une excellente, surprise. Et la troisième question qui, à mon avis, va enchaîner avec la suite de la présentation, deux fonds sont en buyout et en grosse, où est la dette privée. Donc ça, les buyout et growth sont les deux fonds d'Alta Life. Si je dis pas de bêtises, la dette privée, c'est Euraseo, qui arrive juste Exactement, ensuite qu'on va présenter. exactement. Sur la partie secondaire et dette privée, on s'exposera à travers le fonds de Eurasio Private Value 3. C'est un fonds qui a comme cible d'investir en 60% dette privée et 40% sur des strates de type secondaire. Alors, si on fait un focus un peu mieux comprendre les différents points qu'on a analysés avec l'équipe de recherche avant d'opter pour ce fonds-là, alors on les fera en 5 points. Le premier point, c'est la partie stratégie. C'est que ce fonds-là, il vise à avoir une exposition à de la dette privée, principalement entre la dette unitranche et la dette mezzanine. Sur la partie société de gestion, alors la société de gestion Euraseo, elle est connue. C'est une société qui est là depuis plus que 20 ans. Elle a lancé plus que 20 fonds en private equity et private debt. Et à date, il gère plus de 35 milliards. Du coup, le fait que la société de gestion il a assez d'AUM géré, il y a quand même un risque réputationnel que la société de gestion peut prendre si le fonds ne performe pas bien. Et du coup, c'est un point positif que la société de gestion a déjà un AUM et qu'il a pu gérer et lancer des fonds dans plusieurs cycles économiques. AUM, Asset Under Management. C'est Asset Under Management. C'est le volume du montant qu'il gère. Voilà. Et du coup, le troisième point, qui est également très important, c'est l'équipe d'investissement. Pour cette équipe-là, on a analysé que c'est environ 23 membres. C'est ces seniors qui ont bossé en PE pendant 20 ans. C'est une équipe qui est diversifiée, complémentaire, qui est également stable. Il n'y avait aucun départ senior pendant les dernières années. Donc, c'est très important pour nous de regarder l'équipe d'investissement parce qu'au final du compte, si on voit une performance historique, c'est intéressant. On cherche toujours à avoir des fonds qui ont de la performance historique. Ce qui est important également, c'est que l'équipe qui a fait cette performance historique, il est encore là et qu'il puisse faire la même performance ou mieux, si possible, pour les fonds sur lesquels on va souscrire. Voilà, donc dans l'idée, c'est, bien sûr performance passée, Ouais, bien performance sûr. future, mais dans tout métier les data par définition sont historiques. J'ai encore jamais vu des data qui viennent du futur. Et donc implicitement, c'est de trouver des indices où on se dit: «Il y a de fortes chances, qu'il soit capable de reproduire, en tout cas partiellement, la performance, réalisée». Si je grossis un peu le trait, une personne, qui a marqué, 10 buts dans les 5 derniers matchs, j'aurais plus confiance sur sa capacité à marquer un but, lors du prochain match qu'une personne qui n'a pas marqué de but pendant 4 ans, de sa vie. Donc c'est ça l'idée. Donc à partir de là, Iman et ses équipes, ils essaient de voir les gages. Donc performance historique donne une indication, ce n'est pas un blanc-seing. Le fait que les personnes qui ont permis cette performance soient encore, dans le fond, c'est bien sûr une indication très, très importante. Et il y a plein d'autres éléments. On a d'ailleurs quelques documentations à ce sujet, en libre service, justement pour expliquer la méthodologie. Et donc finalement, pour répondre à la question qui a été posée, ces 2 fonds, mais qui représentent bien les 4 blocs principaux, du, non coté, en tout cas private debt, private equity. Et justement, en fonction du risque que vous souhaitez prendre, on va mettre l'accent un peu plus sur un fonds et moins sur l'autre. Donc voilà, on utilise ces 2 boîtes, parce qu'on estime qu'individuellement, ce sont des fonds qui sont extrêmement intéressants, et qui en plus arrivent à reproduire ce qu'est le private equity, dans son ensemble. Peut-être donc pour continuer, c'est la partie, potentiellement, souscription, en tout cas les informations liées à ce portefeuille élite. Donc on a pu négocier nous avec, notre assureur une enveloppe globale donc de 20 millions d'euros, et on suivra le principe, du premier arrivé, premier servi, pour, ne pénaliser personne. Je pense que ça s'entend. Le deuxième point, c'est le minimum de souscription est à 50 000 euros. Encore une fois, puisqu'on veut proposer du private equity à moins de 20%, ça signifie que vous allez avoir une allocation au private equity entre
5 000 et 10 000 euros. Et donc, naturellement, le minimum de souscription, c'est 50 000 euros. Pour ce qui est des frais, il y a avant tout les frais des fonds. Donc, on les a décrits sur les slides précédentes, tout ce qui est relatif au private equity. Si on parle d'actions et d'obligations cotées, ce sont les frais liés aux ETF, donc c'est 0,2% en moyenne et toujours pas de frais d'entrée. À ça, il faut rajouter les deux choses. La première, c'est les frais d'enveloppe, en l'occurrence les frais en unité de compte, 0,65%. C'est ce qui va justement vers notre assureur. C'est la rémunération pour notamment garantir la liquidité qu'il propose, notamment avec des investissements non liquides comme le private equity. Et les frais de gestion Ramify, c'est-à-dire c'est le boulot en réalité de Eman, de ses équipes et en réalité d'autres personnes, notamment sur l'aspect opérationnel, pour d'une part vous créer aujourd'hui le portefeuille qui nous semble le plus efficace, mais surtout pendant toute la durée de l'investissement, de faire des réallocations de portefeuille aussi souvent que nécessaire. Et donc là, nous, on a deux types d'offres. Pour les personnes qui ont moins de 100 000 euros au sein conseillé par Ramify, c'est 0,65%. Et si il y a plus de 100 000 euros conseillés au sein de Ramify, dans ces cas-là, on met en place une réduction de 65%. On applique le 0,35%. Merci à tous les deux pour cette super presse. On va peut-être effectivement passer aux questions. Est-ce qu'on a nommé qui est l'assureur? L'assureur pour l'assurance vie Sapicil, c'est notre partenaire historique, probablement pas le seul, mais historique. C'est avec cet acteur qu'on a réussi à négocier cette opportunité-là. Pour l'assurance vie, pour le PER. Assurance vie et PER, c'est exact. On a une question anonyme d'une personne qui nous dit: en fonction des plus-values, j'ai le droit à un abattement annuel de 9 200 euros. La gestion étant pilotée, dois-je demander à ce que cette plus-value retirée soit réinjectée ou alors se fait automatiquement via le pilotage? C'est un peu l'effet des intérêts composés et un des avantages de ces enveloppes-là, c'est que tant qu'il n'y a pas de retrait au sein de l'assurance vie et du PER, bien que ce soit plus dur de le faire via le PER, vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values, bien qu'effectivement vous avez ces exonérations. Donc, si nous n'avons pas d'informations spécifiques, naturellement, et qu'on investit sur le long terme, on aura tendance à réinvestir les gains dans votre stratégie d'investissement. Après, encore une fois, on est disponible par email, par chat, etc. Si vous avez des besoins spécifiques, on est capable, bien sûr, de nous adapter. Je pense que la question, c'était sur le positionnement des plus-values qu'il obtient du fonds PE D'accord. lorsque le fonds ferme. C'est le cas, par exemple, pour Altalife 2023. Lorsque ce fermera dans 10 ans, les plus-values ou le capital remboursé, il va être mis dans un fonds type cash. Donc, du coup, tant que l'argent reste à l'intérieur du véhicule d'investissement, il n'y a pas d'imposition. Du coup, c'est un peu un outil un peu plus fort qui permettra aux clients de faire une sorte de report d'imposition sur les plus-values sur lesquelles il est censé payer l'impôt. Ça lui permettra de faire retravailler l'argent et pouvoir avoir un meilleur rendement. Dès qu'il souhaite faire un rachat, que ce soit un rachat partiel ou total, dans ce cas, il y a les abattements qui vont s'appliquer en fonction de sa situation maritale et en fonction de l'âge de son contrat. Hyper complet. J'espère qu'on a répondu correctement à votre question. Sinon, ramify.fr, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller pour en discuter plus en détail. La prochaine question, c'est celle de Sébastien qui nous dit, qui nous parle des SCPI et que donc effectivement dans les portefeuilles flagship et élite, pas dans l'essentiel mais dans flagship et élite, on a des SCPI, donc on a actions, obligations et SCPI, plus private equity donc dans élite. Il nous dit au sujet des SCPI qu'elles sont en difficulté ces derniers temps. Marché IMO, selon lui, semble encore loin de la fin de la correction. Il nous pose donc la question: allez-vous conserver cette classe d'actifs? Quelles opportunités risquent selon vous? Alors peut-être qu'on peut lui dire dans un premier temps, c'est qu'on a déjà fait une communication auprès de toutes les personnes qui ont une assurance vie chez nous en flagship et qui inclut des SCPI qui ont subi une moins-value. Toutes ces personnes-là, on les a contactées pour faire un point et leur donner les évolutions de leur contrat. Et on leur a donné notamment une lecture du marché, de la situation et de ce qu'on en pensait. Est-ce qu'on peut peut-être leur expliquer pour toutes ces personnes qui ne l'auraient pas reçu?
Ouais, je veux juste aussi prendre un tout petit peu de recul sur ces sujets-là. C'est aussi le principe de la diversification. C'est-à-dire, par moment, effectivement, certaines classes d'actifs, vont, moins bien performer, vont être, effectivement dans le rouge. Hem, Est-ce que ça signifie qu'il faut absolument plus jamais investir dans ces classes d'actifs-là? La réponse est non, hein. Exemple très concret, l'année dernière, le marché action, il a perdu -15%. Aujourd'hui, on est à +15%. Donc si on réagit toujours à réaction, c'est, finalement 2000, au vu de la performance de 2022, on n'aurait donc plus investi en actions et on aurait peut-être justement investi en immobilier qui avait été positif et on se retrouve finalement avec 2 années, dans le rouge et avec le meilleur timing du marché puisqu'à chaque fois, on aura acheté finalement potentiellement au plus haut. Là où peut-être on aurait pu, en tout cas sur les Ouais. actions, acheter, à un bas local. Donc c'est toujours aussi, c'est toujours très di j'espère que enfin, je ne sais pas d'où vous tenez l'information qu'on est loin d'être au plus bas. C'est peut-être vrai. C'est aussi peut-être, partiellement vrai ou partiellement faux. Et donc à ce niveau-là, il faut, au contraire la diversification permet finalement de reconnaître simplement qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est exactement le plus bas et le plus haut et justement de pas faire, ces grands coups de gouvernail à dire 100 action après 100 immo et finalement être toujours un peu en retard sur la direction, du marché, de jamais arriver à capter des moments d'appréciation de chaque classe d'actifs. Donc c'est une sérénité à ce niveau-là, ça semble être, vraiment le mot d'ordre. Après, c'est la notion de rationalité. Le marché IMO peut perdre ponctuellement de sa valeur. On est quand même dans une classe d'actifs relativement peu risquée malgré tout. Bien sûr que les performances en SCPI, en tout cas pour certains acteurs, ont été, mauvaises, heu, dans l'ensemble pour le coup et peut-être Iman pourra donner un mot sur la performance des SCPI que nous avons choisis, nous, sur 2023, mais nos clients sont en très, très grande majorité positifs sur l'aspect SCPI, hors frais de souscription. Mais c'est-à-dire que nous avons connu, je crois, moins de 3 de nos investissements en SCPI, seulement, il y a 3 des SCPI qui ont été choisis qui ont, eu des évolutions de part à la baisse. Donc encore une fois, c'est choisir la bonne allocation dans une classe d'actifs et dans un deuxième temps, il y a un travail de choisir, dans cette classe d'actifs, quels sont, dans le cas de l'immobilier, quels sont les SCPI sur lesquels il faut choisir. Et c'est vrai que, Eman et ses équipes ont fait objectivement, un très bon travail, même si bien sûr il y a 3 des clients, des investisseurs qui ont choisi Ramify, qui ont connu une décote, mais une décote, je crois, en moyenne de l'ordre de combien de pourcents? Moyenne des cotes, de, je pense, 5-6%. Voilà, C'est 3. Il y a que 97 des gens donc ont connu une performance positive et sur ceux qui ont connu une performance négative, ça représente 5-6 presque pas qui impacté. est finalement l'évolution du marché de l'immobilier. En ce sens, voilà, si on est rationnel dans l'investissement, si on souhaite, suivre, la classe d'actifs immobiliers, si l'immobilier perd 5 et qu'en réalité on se retrouve flat ou même à -5, j'estime que, c'est au contraire, relativement rationnel. Donc pas Ouais. prévu, non, en réalité, on continue d'apprécier la SCPI pour une raison simple, c'est que c'est un investissement qui est pur. Vous investissez essentiellement et uniquement, dans Dans de la la paire. pierre. À l'inverse, les SCI, certaines sont très bonnes, mais on a un peu moins de visibilité. Pourquoi? Puisque souvent dans leur, mandat, elles ont le droit d'investir dans des entreprises cotées. Certes de milieu de l'immobilier, mais vous n'achetez pas de l'immobilier. Vous achetez potentiellement, une entreprise liée au secteur de l'immobilier et d'un point de vue corrélation, ça pourrait, vous faire en réalité très mal et donc ça, on souhaite l'éviter. Comptez-vous ajouter d'autres FCPR à l'avenir, au-delà des 2 actuels, probablement, comme ce sont des fonds qui ont une date de Bien fin, sûr. Bien sûr. comment est-ce qu'on va les remplacer? Bien sûr, c'est l'idée. C'est, aujourd'hui, nous avons choisi, plus précisément Iman et ses équipes ont choisi ces deux fonds. Si ça se trouve dans un mois ou moins ou dans plus longtemps, on estimera qu'il y a un autre mix avec, d'autres fonds qui sont, plus pertinents pour l'investisseur. Donc
Donc, non, non, nous ne sommes pas du tout contraints, mais bien qu'on pense au plus grand bien, bien sûr, d'Euraseo et d'Alta Life. Nous ne sommes absolument pas liés par ces acteurs-là et on souhaite, et très probablement dans le futur, d'autres acteurs feront partie de l'allocation private equity. Comment fonctionne le versement programmé dans le cadre d'une assurance vie élite, sachant que, comme on l'a dit, la partie private equity est disponible par tranche de 5 000 euros. Oui. Bah, sur la partie versement programmé, et malheureusement, c'est pas possible toujours d'investir à partir de 10 balles dans Alta Life. C'est pas le cas pour le moment. Ça pourrait être le cas dans le futur proche. Donc, notre algorithme un peu de recommandation, il permettra un peu d'allouer la partie versement programmé sur des actifs liquides type actions, obligations, fonds euros. Et après, avec les allocations qu'on a, si possible de passer dans, si possible de passer et d'investir dans le PE ou dans les SCPI, il va le faire. Effectivement, sur le versement programmé, très concrètement, sauf si vous décidez de faire effectivement un versement programmé d'une taille très importante, ce ne sera pas possible. Mais derrière, et c'est finalement cette gestion déléguée, à partir d'un moment, vous aurez finalement placé suffisamment pour qu'on soit capable de finalement updater votre allocation de private equity par le haut. C'est aussi tout le but de cette gestion déléguée, c'est que dès que c'est possible, là, on n'attend pas la fin de l'année pour potentiellement vous faire une réallocation de portefeuille. On est extrêmement réactif. Dès que c'est possible, on fait une réallocation de portefeuille en votre faveur. Puisque très concrètement, ce que fait l'équipe de recherche, c'est tous les jours, on envoie bien sûr sur nos serveurs, on compare votre allocation idéale avec votre allocation réelle. Quand cette allocation elle est trop importante, dans ces cas-là, ça envoie un signal à Ayman et à moi pour vérifier que la nouvelle allocation proposée fait sens. On l'approuve ou pas. Et dans ces cas-là, seulement, il y a un envoi d'ordre qui est envoyé à l'assureur qui est obligé, dans la journée, de réaliser cette réallocation de portefeuille. Donc, c'est ce qui nous permet d'être très réactifs. On réactif, oui, mais toujours, malgré tout, sous contrainte. Et on est obligé de les respecter. On a Lies qui nous demande, concernant le marché obligataire, donc on rappelle les stratégies essentielles d'ailleurs aussi, flagship et elite sont composées de actions, obligations, à partir de flagship SCPI ensuite pour elite private equity, mais donc dans toutes les stratégies, il y a de l'obligataire. Elle nous demande donc, prévoyez-vous d'inclure des fonds datés dans la composition du portefeuille? On n'a pas à ce niveau-là, on n'a pas de classe d'actifs où on est fondamentalement opposé. C'est à nous effectivement de faire ce travail. Est-ce que la classe d'actifs en elle-même est performante? Comment elle se comporte par rapport aux autres classes d'actifs? Quel est le bénéfice qu'on peut en tirer? Et quand je dis on, bien sûr, je parle de vous. On est à ce niveau-là, on essaie juste à chaque fois de maximiser votre espérance de gain à risque donné. Donc bien sûr, c'est très clairement une option. On a réussi à être bon élève et en 1 heure tout pile à faire cette présentation et à répondre à toutes vos questions. Excellent. En tout cas, merci de vous être connectés. À très bientôt et passez une excellente soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous.